Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors la dernière fois, je vous avais parlé des différents avantages comparatifs que peuvent utiliser les investisseurs actifs pour battre le marché. Parce qu'il y a un truc qui est quand même bizarre, c'est que les investisseurs actifs dont je fais partie sont un peu schizophrènes. Parce que forcément, pour vouloir battre le marché, il faut penser qu'il est inefficient. Car sur un marché efficient, le prix des actions, c'est le plus juste compte tenu de toute l'information disponible. Donc en fait, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'opportunité. Donc pour vouloir battre le marché, il faut croire que les marchés sont inefficients. Mais si les marchés sont inefficients en permanence, on a un problème. Si je suis investi dans une entreprise parce que j'anticipe une belle croissance, il faut bien à un moment donné que le marché soit efficient et qu'il valorise l'entreprise correctement, compte tenu de sa croissance. Et c'est la même chose si j'achète une entreprise décotée qui vaut 50 € et qui devrait en valoir 100, j'ai estimé que sa valeur intrinsèque était de 100. Donc sur le moment, je suis content que le marché soit inefficient. Je suis très heureux que le marché soit inefficient aujourd'hui. Il me permet d'acheter 50 quelque chose qui vaut 100. Mais si je veux qu'un jour l'action monte à 100, en fait que le prix atteigne la valeur intrinsèque, il faut quand même que le marché soit efficient de temps en temps. Et dans ce débat marché efficient contre marché inefficient, l'année 2013 a été une année intéressante. Intéressante pour les sciences économiques en général et sur ce fameux thème de l'efficience, parce que le prix Nobel d'économie a été donné à 3 personnes. Il a été donné à Eugene Fama, à Lars Hansen et à Robert Shiller pour leur travail sur le prix des actifs. Ils ont travaillé sur le même thème, mais avec des conclusions complètement différentes. Nous avons donc d'un côté Eugene Fama, qui est une star en économie, qui est l'un des pères de la théorie de l'efficience des marchés, et c'est écrit en toutes lettres dans le communiqué du prix Nobel, qui explique que pour Fama, toute nouvelle information est incorporée rapidement dans les prix, et donc on ne peut pas prédire les prix à court terme. Pour lui et pour Hansen, les agents économiques sont des êtres rationnels qui prennent la meilleure décision avec l'information disponible. Et de l'autre côté, on a Robert Shiller, qui lui aussi est une star de l'économie, mais cette fois-ci dans un autre domaine, qui est le domaine de la finance comportementale. Et Robert Shiller montre à quel point les agents économiques sont irrationnels, justement. C'est totalement l'inverse de Fama. À quel point les agents économiques surréagissent à l'information. À quel point ils passent par des phases de panique et d'euphorie. Et il décrit tout ça très bien dans son livre « L'exubérance irrationnelle ». Et selon lui, on peut prédire les cours à long terme. Et c'est là où c'est incroyable, c'est quand même fou de donner un prix scientifique, entre guillemets, la même année à 2 théories aussi opposées. C'est là où on voit que même si on parle de science économique, c'est très loin d'être une science puisqu'on arrive à avoir des experts qui ont des avis totalement différents sur le même sujet. Là où c'est intéressant, c'est que pour être un investisseur actif, il faut croire que Eugene Fama et Robert Shiller ont raison. Mais juste pas en même temps. Il faut que le marché soit de temps en temps irrationnel pour créer des opportunités, avec des phases donc de panique et d'euphorie, mais il faut aussi que le marché soit par moments efficient pour que justement ces opportunités se transforment en rendement, se transforment en argent en fait. Et quand on parle d'efficience des marchés, on retrouve en général 3 théories. La première théorie, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le fait que les agents sont rationnels. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il suffit de discuter avec un petit groupe de traders amateurs, de leur demander comment ils prennent leurs décisions, basées sur quelles informations, pour déjà avoir un doute sur cette théorie. Et si vous restez convaincu par cette théorie, passez juste 10 minutes sur un groupe Facebook d'investissement ou bien sur Twitter, etc. et vous devriez immédiatement réfuter cette hypothèse. En tout cas pour moi, non, tous les agents ne sont pas rationnels et à choisir, il y a beaucoup plus d'agents qui sont irrationnels que d'agents qui sont rationnels. Et justement, c'est la deuxième théorie. C'est le fait que seul un petit nombre d'investisseurs est rationnel et qu'en fait c'est ce groupe, ce petit groupe, mais finalement relativement puissant, qui arbitre les marchés et qui les rend efficients. Alors c'est un peu plus proche de la réalité, c'est ce que de nombreux profs de finance auront tendance à vous dire. Les trucs, c'est que ces agents justement qui sont rationnels, on va dire potentiellement les professionnels donc qui utilisent toute l'information pour faire les prix qui soient les plus justes possibles. Oui, je suis d'accord qu'ils vont réussir à obtenir des prix justes et c'est ce qui explique par exemple que des obligations très similaires vont avoir des prix très similaires. Donc oui, il y a une forme d'arbitrage et de rationalité d'une partie des agents. Mais ça n'explique pas pourquoi le cours de Total devrait être efficient ou pourquoi le cours d'Apple devrait être efficient.
La troisième théorie, c'est celle qu'on va creuser un petit peu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la sagesse des foules, ou bien l'intelligence collective. C'est-à-dire que même si les agents pris indépendamment ne sont pas vraiment rationnels, pris en groupe, ils forment des prix qui sont efficients. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler d'expériences où on demande à une foule d'estimer un chiffre. L'une des premières et l'une des plus connues, c'est celle d'un statisticien anglais, Francis Galton, en 1906. Alors lui, au départ, il voulait prouver l'inverse. Il voulait prouver que les experts étaient beaucoup plus fiables qu'une foule de personnes lambda. Et donc, lors d'un marché au bétail, où il a été demandé aux participants de deviner le poids d'un bœuf pour gagner une récompense, Galton a récupéré tous les tickets, un peu moins de 800 tickets, 800 paris en fait, pour voir un petit peu ce que les gens avaient mis. Au final, aucun participant n'a trouvé le poids exact. Donc on peut dire, et même il y a eu pas mal de paris en fait qui ont été faits à des poids un petit peu aberrants. Donc on ne peut pas dire que l'ensemble des personnes qui étaient présentes soient rationnelles ou connaissent réellement le poids d'un bœuf. Mais ce qui est réellement incroyable, c'est que quand Galton a fait la médiane des réponses, donc quand il a regardé le chiffre qui partage en fait en deux groupes, 50% mis au-dessus et 50% mis en dessous, il est tombé sur un poids de 1197 livres. Alors que le poids réel du bœuf était de 1198 livres, c'est-à-dire qu'il y a eu 1 livre de différence, c'est-à-dire 0,08% d'erreur. Et quand on a refait ce type d'expérience, en demandant par exemple aux gens d'estimer le nombre de billes dans un pot, etc., le pourcentage d'erreur était souvent très faible, on était sur des taux d'erreur de 1%, 2%, 3%. Et pour quelque chose qui vous est peut-être un petit peu plus familier, dans le jeu Qui veut gagner des millions, l'un des jokers qui est proposé aux participants, c'est de demander au public de choisir une solution. Et c'est surprenant, mais le public a raison dans plus de 90% des cas. Alors que par définition, quand on fait appel à un joker, c'est pour répondre à une question difficile. En fait, cette troisième théorie, donc la théorie de l'intelligence des foules, c'est probablement la plus correcte pour les actions. Donc non, tout le monde n'est pas rationnel. Non, ce n'est pas une petite poignée de professionnels qui décident des prix les plus corrects pour les actions, c'est le fait que globalement, la foule prise collectivement trouve des chiffres qui sont finalement pas si mauvais. Mais, et c'est là où on rentre dans la partie intéressante, qu'est-ce qui explique que parfois la foule est correcte, comme dans le cas de la prédiction du poids du bœuf, et que de temps en temps, et c'est ce qu'on voit régulièrement en bourse, cette fameuse foule se laisse complètement embarquer dans des phases de panique ou bien d'euphorie et propose des prix qui sont complètement délirants et irrationnels. Pourquoi est-ce qu'on a cet éternel balancier entre des prix corrects et des prix aberrants? Pour le comprendre, il faut analyser les conditions nécessaires à l'intelligence des foules. La première condition, c'est la diversité. Les personnes, ou dans le cas qui nous intéresse, les investisseurs, doivent être hétérogènes, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir des connaissances et des compétences différentes. Sur les marchés, par exemple, il faut qu'il y ait des gens qui aient un horizon court terme, d'autres un horizon long terme. Il y en a qui vont utiliser l'analyse technique, d'autres l'analyse fondamentale. Même au sein de l'analyse fondamentale, il y en a qui vont regarder les valorisations, d'autres la croissance, etc. Donc il faut que ce soit hétérogène, il faut de la diversité. La deuxième condition, c'est l'indépendance. Dans les exemples du bœuf ou bien de Qui veut gagner des millions, les gens ne parlent pas entre eux, ils ne vont pas communiquer, il ne va pas y avoir une discussion pour savoir qui a raison et quelle est la meilleure réponse. Et en fait, la force de l'indépendance, c'est que c'est ce qui permet de garder la diversité. Alors que si les gens communiquent trop, on peut toujours avoir une personne ou bien un groupe de personnes qui va finir par convaincre les autres. C'est ce qui va diminuer la diversité. Ensuite, la quatrième condition, c'est qu'il faut être incité à donner le chiffre le plus juste. Alors, sur les marchés, c'est évidemment le cas, puisqu'on a une incitation monétaire. Et la quatrième condition, c'est qu'il faut que les données soient regroupées à un endroit unique pour donner un seul chiffre. Et c'est aussi le cas sur un marché où il y a un prix unique. Justement, c'est ça le but du marché, c'est de regrouper tout acheteur et vendeur au même endroit. Donc en fait, pour pas trop vous embrouiller, les deux données clés pour avoir un marché efficient, grâce à l'intelligence collective, c'est qu'il faut de la diversité et de l'indépendance. Mais comme le but de l'indépendance, c'est de garder cette diversité d'opinion, vraiment, la donnée qu'on va retenir, c'est la diversité. Donc, l'efficience va disparaître quand la diversité diminue. C'est-à-dire quand tout le monde pense la même chose. Et c'est là où on va pouvoir trouver des opportunités. Quand tout le monde achète des valeurs de croissance, par exemple,
ou bien quand tout le monde achète les fameuses meme stocks, les actions à la mode, etc. Ou bien si tout le monde utilise le même indicateur technique, par exemple Ishimoku, je ne sais pas, ben c'est là où l'efficience disparaît. Si tout le monde fait de l'investissement long terme en ETF, pour prendre un autre exemple de non-diversité, si tout le monde fait de l'investissement long terme en ETF, alors il n'y a plus personne pour rendre le marché efficient à court terme. Vous comprenez là où je veux en venir, c'est que c'est vraiment l'opposé de la diversité qui va créer des opportunités. En fait, c'est l'effet de foule, puisque l'opposé de la diversité, en fait, c'est l'effet de foule. Hein. C'est quand tout le monde fait pareil. C'est quand on a peur de ne pas faire comme les autres. C'est ça qui va perturber la diversité. Et les réseaux sociaux, par exemple, ils réduisent l'indépendance de pensée parce qu'on se fait contaminer, en fait. Je dis les réseaux sociaux, mais les médias aussi, on se fait contaminer pour entrer dans une espèce de pensée unique sur les marchés, et ce qui va vraiment diminuer la diversité. Et en faisant cette vidéo, je me suis dit que finalement, une classe d'actifs qui manquait pas mal de diversité, c'était les crypto-monnaies. Parce qu'au final, sur les cryptos, la plupart des participants ont les mêmes croyances, les mêmes techniques, notamment parce qu'on ne peut pas calculer de valeur intrinsèque. Donc c'est vrai qu'il y a énormément, par exemple, d'analyses techniques. Les participants vont aussi être globalement de la même génération. Vous allez trouver très peu de personnes de plus de 40 et encore plus au-delà de 50 ans qui investissent dans les cryptos. Donc c'est vrai que c'est un marché qui va manquer de diversité et c'est donc un marché qui va manquer d'efficience et c'est ce qui explique notamment l'énorme volatilité qu'il y a sur les crypto-monnaies. Et rappelez-vous, pour battre le marché, il faut un marché qui soit par moment efficient et par moment inefficient. Donc certains marchés vont être trop inefficients tout le temps, en fait, et si je devais classer les cryptos, je les mettrais là-dedans. Le problème, c'est que c'est trop inefficient tout le temps, donc il y a des opportunités, mais on ne sait jamais quand elles vont se réaliser. Et puis à l'inverse, il y a certains marchés qui sont trop efficients pour avoir de vraies opportunités à court terme. Bon, j'ai pris un exemple comme ça, mais disons l'immobilier parisien. C'est un immobilier qui est très surveillé, tout le monde connaît exactement les prix au mètre carré, non seulement de tous les arrondissements, enfin en tout cas les professionnels de chaque arrondissement, mais aussi de chaque rue, voire même de chaque immeuble. Donc vous n'allez pas trouver un bien qui vaut la moitié de sa valeur. Vous n'allez pas avoir, si c'est 14 000 € le mètre carré, il n'y a pas un bien qui va être nickel, etc., qui va être vendu 7 000 € du mètre carré. Donc c'est typiquement un marché qui est très efficient, en tout cas trop efficient pour trouver une vraie opportunité. Alors que si on prend le marché de la voiture d'occasion, par exemple, alors c'est vraiment un truc que je ne connais pas du tout, mais le marché de la voiture d'occasion, j'imagine qu'il est beaucoup moins efficient que les marchés immobiliers. Et pareil, j'imagine que dans des grandes villes très connues, très surveillées comme Paris, on va trouver moins d'opportunités que dans des petites villes moins surveillées. Donc, à cette fameuse question qui est le titre de cette vidéo, qui est « Où trouver des opportunités ?», je vais citer le gérant de fonds Seth Klarman, qui est un gérant de hedge fund, qui nous dit qu'il faut chercher des marchés ou des dossiers où il y a une croyance uniforme. C'est donc ce fameux manque de diversité dont je vous parle. Il faut donc trouver des dossiers où il y a une croyance uniforme, ce qui crée des inefficiences et donc un moyen de gagner de l'argent. Moi, j'aime beaucoup cette idée, en fait, de ne pas avoir à choisir entre les marchés sont efficients, les marchés sont inefficients. Ça dépend du type de marché, ça dépend même des moments. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut essayer de trouver des opportunités au moment où les marchés sont inefficients ou sur des dossiers où les marchés sont inefficients. Mais ne pas oublier qu'à un moment donné, le marché doit redevenir efficient pour qu'on puisse empocher cette opportunité. Et maintenant, comme d'habitude, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que vous me mettiez en commentaire quels sont pour vous les marchés ou les dossiers ou les entreprises ou les classes d'actifs, peu importe, qui répondent à ces critères, c'est-à-dire qui sont parfois inefficients pour trouver l'opportunité, mais qui redeviennent efficients relativement régulièrement pour qu'on puisse justement empocher ces opportunités. Mettez-moi ça en commentaire, j'essaierai de voir si je trouve des trucs sympas. Voilà, merci encore d'avoir eu la patience de tenir jusqu'au bout de cette émission, et moi je vous dis à bientôt.